Bienvenue sur La Pépite, le podcast des passionnés de tarot qui veulent entreprendre leur vie et activer leur potentiel. Je suis Cécile, ton hôte, et chaque semaine, en solo ou en duo avec un invité inspirant, nous explorons le champ des possibles grâce au tarot et aux outils spirituels. Prêt à trouver ta pépite et à la faire rayonner? C'est parti! Avant de plonger dans cet épisode, je te propose une expérience inédite. Que dirais-tu de bénéficier de 10 jours de challenge avec ton tarot pour aller explorer ta vie professionnelle, faire le bilan, identifier et dépasser tes peurs et créer ton plan d'action professionnel en 3 étapes? C'est ce que je te propose dans le challenge Tarot Vie Pro qui est offert. Tu peux le retrouver sur faltasi.fr/challenge. Je t'y attends, je te mets le lien dans les notes de l'épisode. À tout de suite! Aujourd'hui, épisode atypique avec invité atypique. J'ai le très grand plaisir d'accueillir Céline, plus connue sous le nom de la Green Witch, qui est la créatrice de Livy Iridescent Oracle et du Noisy Museum Tarot. Céline est passionnée d'histoire de l'art, elle a combiné le tarot avec sa passion. Aujourd'hui, on va parler de comment justement on mixe le tarot et on plonge en même temps dans l'histoire de l'art et comment aussi développer son processus créatif par le journaling. Cet épisode est vraiment fascinant, passionnant. Céline nous livre plein d'astuces, de techniques et nous parle de sa passion. Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour Céline. Bonjour Cécile. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Écoute, très très bien. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur cet épisode qui va être dédié à l'art créatif sous toutes ses formes avec toi. Et avant, j'aimerais bien que tu te présentes si c'est possible. Alors, tu es plus connue sous le pseudo La Green Witch. Oui, c'est bien ça. C'est bien ça. Ouais. Jusque-là, tout va bien. Ouais. Alors, est-ce que tu peux te présenter et puis, comme je suis un peu curieuse, me dire d'où ça vient ce pseudo, s'il te plaît? Ouais. Alors, donc je m'appelle Céline, comme tu l'as dit, j'ai 35 ans et je suis de Belgique. Par rapport à mon pseudo, je l'ai choisi quand j'étais ado. Je suis tombée dans la marmite, on va dire, de l'ésotérisme sur mes jeunes années, donc en étant ado, en découvrant en fait les légendes arthuriennes, comme ça tu sais. Et la Green Witch, c'est par rapport au mot sorcière, au mot vert, parce que j'aime beaucoup la couleur verte, c'est une sorte d'obsession, et parce que ça faisait un jeu de mots rigolo avec la ville de Greenwich en Angleterre. À cette période-là, donc quand j'étais ado, on parlait pas encore de catégories de sorcières, style les Green Witches qui font plutôt des potions à base d'herbes, donc ça n'a rien à voir avec ça malheureusement. Pour mon parcours, en fait moi j'ai fait des études en diététique à la base, et en parallèle avec mes études donc officielles, j'ai suivi des cours de tarot. Donc il y a des étudiants qui aimaient plutôt faire des soirées alcoolisées. Moi j'allais au cours de tarot, donc le jeudi. Voilà. Excellent. Donc ça date d'il y a 15 ans. Avec mes études de diététique, j'ai travaillé dans un magasin bio pendant 10 ans. Et en parallèle de tout ça, j'ai été tatoueuse, donc en indépendante complémentaire. Et j'ai aussi fréquenté l'Académie des Beaux-Arts, donc en cours du soir, pendant 15 ans. Voilà. Au bout de mes 10 années passées dans le magasin bio, j'en avais marre, donc j'ai entrepris de reprendre des études universitaires en histoire de l'art, parce que l'art c'est ma passion, il n'y a rien d'autre dans ma vie. J'ai été jusqu'à la 3e avant d'arrêter et de me rendre compte que l'université c'était pas pour moi, c'était beaucoup trop rigide comme cadre. Et je me suis lancée comme ça sans filet en tant qu'indépendante dans l'illustration, et j'ai développé donc mon petit commerce d'autocollants et d'illustration sur Etsy. Voilà. Et ça, c'était il y a combien de temps, du coup, que tu t'es lancée? Je me suis lancée il y a un peu plus d'1 an maintenant.
Donc c'est assez récent finalement. Ouais. Donc en fait, quand on s'est connus l'année dernière, tu venais juste de commencer, c'est ça? En réalité, c'était une petite transition parce que quand j'ai commencé les cours en histoire de l'art, il y a eu à un moment donné le confinement. Et le confinement a fait que j'avais besoin d'un dérivatif absolument pour calmer mon stress et ma frustration de devoir suivre des cours en ligne, si tu veux. Et donc, j'ai vraiment développé tout ce côté autocollant, illustration, et j'ai en fait pensé au premier oracle aussi pendant cette période de confinement. Voilà. Donc le premier oracle qui est Livy Iridescent Oracle, C'est bien c'est ça. bien ça. Ouais. Voilà. Et après est arrivé donc le Noisy Museum Tarot, c'est ça. Et puis bon, après, il y a tout ce que tu proposes, mais on va parler plus tard de ton univers. Alors, c'est les études de l'art, du coup, je comprends mieux que... Je comprends mieux comment ça s'imbrique, en fait. Mais alors, tu as un univers très particulier qui, moi, me fascine. On voit que tu connais ton rayon quand même, hein, dans le domaine artistique, historique. Et ma première question par rapport à ça, c'est de revenir en arrière avec ta connexion par rapport au tarot. Tu nous as dit que tu l'avais connu quand tu étais ado et un petit peu après, au lieu d'aller en soirée étudiante, tu faisais des cours du soir. Ouais. Par quel type de tarot t'as commencé à connecter? En fait, quand j'ai pris ces cours de tarot, donc ça se passait chez une dame qui était, à mon avis, jeune adulte dans les années 70. Donc, on a commencé à apprendre sur le Rider-Waite-Smith. Donc, moi, j'ai une base de Rider-Waite-Smith parce que c'est ce que j'ai appris. Et comme tu le disais dans un précédent podcast sur ce que tu aurais aimé savoir en débutant le tarot, moi, ce que j'aurais aimé savoir aussi, c'est que le tarot n'est pas que divinatoire. Et il y avait une part de moi qui était fascinée par le fait de tirer les cartes et de connaître, si tu veux, l'avenir, mais c'était surtout une question d'introspection à l'époque, et donc la prof l'avait présenté comme ça. Mais c'est vraiment plus tard qu'il y a eu une espèce de seconde phase pour moi, un second souffle à mon apprentissage, quand j'ai découvert en fait Jodorowsky et la voie du tarot. Parce que Jodorowsky met l'accent sur la gestuelle des personnages, les couleurs et la symbolique. Et donc, l'image des arcanes devient beaucoup plus, comment dire, affirmée ou plus tangible parce qu'elle se rattache à la symbolique de l'art et à quelque chose de plus fort dans la recherche, et donc n'est pas quelque chose de uniquement divinatoire qui tombe du ciel où on doit interpréter. Non, ça fait partie d'une tradition, et c'est ça qui m'a donné envie vraiment de creuser encore plus le sujet à ce propos. Et alors, il est comment ton tarot aujourd'hui au niveau de la pratique? Euh, alors, je sais que tu fais des catégories, donc Ah, entre divinatoire, etc. ah, pas forcément. Mais je ne sais pas. En réalité, je ne sais pas bien me situer par rapport à ça. Voilà, réponse honnête. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le fait que le tarot soit un livre d'images, en fait. Et je sais pas, moi, je le vis comme quelqu'un qui cherche une réponse à on ne sait pas très bien quoi. Et je pense que le tarot est quelque chose de très condensé, et j'ai envie de le voir comme je ne sais pas, un chou, une salade où il faut enlever chaque feuille et qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. Et, euh, et le divinatoire, finalement, m'intéresse, mais en second plan, parce que c'est plutôt une partie de l'introspection pour moi. Mais c'est surtout le côté recherche qui m'intéresse. Recherche de l'image, donc. Et on le sent bien hein, dans tes créations et dans ce que tu proposes, dans tout ton univers, on sent qu'il y a cet esprit de recherche. Moi, je trouve que ça sent la bibliothèque, mais tu vois, dans le bon sens du terme. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est, c'est très très riche et ça ne ressemble à rien d'autre de ce que j'ai pu voir. D'ailleurs, je pense que je vais rejoindre le Patreon en fait. Enfin, je te le dis là parce que jusqu'à présent, j'ai pas franchi le cap. Mais c'est tellement intéressant et tellement novateur au niveau pictural, tout ça, enfin toute cette analyse des codes. Enfin, je pense qu'on va en parler après parce qu'on va parler de la création de tes jeux et ton univers tout autour. Et je comprends bien là ce que tu viens de dire par rapport à ta pratique du tarot, du coup, dans l'imagerie, la symbolique et.
le chercheur éternel. Ouais. Ah, c'est cool. Et alors, je pose toujours un peu la même question à mes invités. Est-ce que tu as des cartes avec lesquelles tu te sens plus proche? Oui, alors pareil, ces cartes-là sont variables au fil de l'apprentissage, mais j'ai actuellement une grande affinité avec, enfin, j'ai toujours eu en fait, avec le cavalier de coupe, le porteur du Graal. Donc ça vient de plutôt de mon adolescence, où pour moi c'est Perceval qui cherche ce Graal et qui est l'éternel chercheur aussi de quelque chose de plus grand et de sacré. Euh, Sinon, j'ai une grande affinité avec la roue de la fortune, qui est ma carte du référentiel de naissance, ma carte identitaire, parce que elle transmet l'idée de cycle et l'idée de renouvellement perpétuel aussi. Et ça, c'est quelque chose qui me convient assez bien. Est-ce qu'il y a des arcanes desquels tu es moins proche? Oui, sans doute, mais je ne saurais pas t'en citer comme ça des particulières. En réalité, on avait fait un travail avec, avec Nick Starro Ouais. là-dessus. On avait feuilleté donc un deck en se demandant quelle carte nous heurtait ou Mm. nous titillait. Et on avait un petit peu creusé là-dessus. Donc depuis cet exercice, je t'avoue que je suis à peu près en paix avec toutes les arcanes du Ah, tarot. excellent. Excellent, excellent. Et selon les jeux, je sais pas si tu as fait ça aussi, des fois, il y a des arcanes qui, oh là là, qui nous effraient ou qui nous dérangent, et alors que dans d'autres jeux, pas du tout. Au contraire, elles sont plutôt aidantes. Enfin, c'est très particulier quand même. Et ça dépend vraiment du parti pris de l'artiste. Euh, ouais, c'est intéressant. Juste, petite parenthèse, Nix, Solène, si tu nous écoutes, il faudra que tu viennes sur le podcast. Voilà, ça c'est dit, il faudra que je te contacte. C'est lancé. C'est lancé. Je sais que vous êtes assez proches toutes les deux, et vos univers se combinent à merveille, et moi j'adore vraiment tout ce que vous faites. Donc, ok. Et du coup, toi, t'es plutôt fan des grands tirages ou des petits tirages one-shot? Comment tu fais? Alors moi j'aime beaucoup les grands tirages, et si c'est une série de grands tirages sur un sujet particulier, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Donc ce que tu proposes sur la chasse aux fantômes, évidemment ça m'intéresse, parce que c'est vraiment aller au fond des choses et couper les cheveux en quatre, ça c'est vraiment pour moi. Oh, très très bien. Je sens que ça vibre bien là toutes les deux. J'adore aussi les tirages très longs où on se pose, où il y a, tu sais, t'as 15 cartes sur la table. Mais ouais, ça c'est génial. Ça, c'est génial parce qu'il y a tellement de choses à aller creuser, des imbrications d'analyse et tout. Oh. Au niveau pictural aussi, tu vois. Regardez qui se regarde dans le tirage. Oui, Ouais, ouais, je oui, pense que... carrément, oui. Il faut. C'est le but de l'orientation des visages des gens ou des mains. C'est Ah, clair. tellement. Alors, on va parler de tes jeux. Et puis, on va faire un tour là-dessus parce que vraiment, c'est très, très atypique. Je sais que je l'ai déjà dit au moins 5 fois depuis qu'on a commencé l'épisode, mais, euh, mais ça mérite d'être connu et reconnu. Donc, tu as créé Livy Iridescent Oracle, c'était ton premier jeu, c'est ça? Oui, Donc, depuis l'année dernière, donc en fait, pendant le confinement, c'est ce que tu nous disais? oui, c'est ça, oui. Et d'où c'est parti et comment a démarré ce processus de création? Alors, j'ai eu beaucoup de tarot aussi, mais j'ai eu surtout beaucoup d'oracles, parce que pendant tout ce temps, j'ai cherché un oracle qui me parlerait. Donc, j'ai essayé tout plein de trucs, que ce soit des anges, des monstres, etc. Et il n'y avait aucun qui était assez ancré pour moi, qui me donnait du fil un petit peu à retordre, ou un os à ronger. C'était toujours des messages très plein de lumière, ou aimez votre prochain, ou ce genre de choses. Et moi, j'avais vraiment besoin de quelque chose de concret. Donc c'est pour ça que j'ai entrepris de faire mon propre oracle. Au départ, je voulais pas du tout le commercialiser. C'était quelque chose que je voulais de personnel. Et j'ai fait des collages sur ce que je vivais en fait, sur les différents aspects de ma vie, sur mes préoccupations.
Et je les ai calés un petit peu, si tu veux, sur le système du Symbolon, que j'aime beaucoup, qui est un oracle que j'ai depuis le début aussi de ma pratique et qui est très complexe malheureusement, donc je tire pas souvent avec et je dois me référer souvent au livret aussi. Et du coup, je voulais une version simplifiée de ce truc qui me parle à 100%. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait mes petits collages pour le Heavy Iridescent Oracle. Dès que j'ai commencé à poster les premières images sur les réseaux sociaux, il y a eu un grand engouement, enfin beaucoup de commentaires positifs, des retours de gens qui étaient très emballés pour la suite. Et c'est comme ça que j'ai décidé d'en faire une version pour les autres commerciales, quoi. Alors pour expliquer à ceux qui connaissent pas l'oracle, il y a des personnages historiques dedans. C'est ça. Donc il y a une base, si tu veux, c'est réparti en 4 fois, peu importe. Je vais essayer de simplifier au maximum. Donc oui, il y a des personnages historiques, donc des personnages que j'apprécie beaucoup, comme l'écrivain Huysmans, comme Charles Baudelaire, Jeanne d'Arc. C'est chaque fois ces figures sont associées à une planète et j'ai associé cette même planète à un aspect positif et négatif à travers des objets ou des animaux. Et chaque fois, il y a un concept donc, qui m'est personnel, qui est associé à cette imagerie. Et ce ne sont pas que des collages, je suis revenue aussi avec des éléments de peinture avec, parce que l'idée d'avoir un truc en mixed média m'intéresse beaucoup dans la création de decks. Il est et au début, il a été fait à la main. Enfin, je sais plus. J'avais acheté donc la version sur Etsy. Ouais. Et de mémoire, tu disais que c'était toi qui le découpais. Ouais, c'est ça. Au En tout fait, moi, début. j'ai pas de qualification en infographie, pas du tout. Moi, je suis juste artiste traditionnelle avec mes petites mimines, quoi. Et du coup, je sais pas du tout comment on demande ça à des imprimeurs, tu vois, de couper les cartes à tel. Enfin, je sais pas faire des lignes de coupe. Donc, je m'amusais à les faire imprimer sur grandes feuilles A4 et à les découper moi-même et à faire les ronds. Les, euh, les bords ronds moi-même parce que voilà, je ne suis pas compétente dans ce domaine de l'infographie. Donc oui, ça me demandait énormément de temps, mais c'est un aspect un petit peu punk qui, je trouve, colle assez bien à cet oracle qui est ouais, dans son imagerie proche du DIY, quoi. Ah, il est sensationnel cet oracle. Alors les messages qu'il délivre, c'est hyper pertinent, très cash. Je crois que c'est mon oracle préféré. J'en ai pas beaucoup, mais je dois en avoir 5 ou 6. C'est celui que je ressors tout le temps. Parce que il est juste parfait, quoi. Et il y a tellement de symbolisme dans les visuels. En fait, je le redécouvre à chaque fois que je m'en sers. Et ça, c'est quand même très satisfaisant parce que j'ai beau connaître les cartes. Tu vois, à chaque tirage, j'arrive à voir encore de nouveaux micro-détails sur des trucs ou alors des sensibilités différentes en fonction des cartes. Et puis, ça me touche vraiment beaucoup de savoir que tu as mis tes petites mimines à découper les bords aussi. Donc voilà, il y a un lien particulier avec. Et aujourd'hui, tu le fais plus, ça, je crois. Non, ça me demandait énormément de temps et de patience parce que il faut quand même avoir enfin que les cartes aient une dimension un petit peu égale malgré tout. Donc non, je fais plus ça. Ça me demande vraiment trop de boulot. Et donc maintenant, aujourd'hui, donc tu as l'oracle et puis tu as lancé dans l'année le Noisy Museum Tarot. Ça, c'était un très gros projet Ouais. aussi. Alors, d'où c'est venu et comment ça s'est mis en place? Alors ça a commencé sur les bancs de l'histoire de l'art, forcément, les bancs des NIF, parce que quand tu pratiques le tarot, toi-même tu sais que tout est matière à voir du tarot et des arcanes partout. Pas grave. Donc c'est un gros filtre. Et forcément, quand je voyais des œuvres d'art célèbres en cours, mon premier réflexe, c'était de dire waouh, ça c'est un 3 de coupe. Waouh, ça serait vraiment un super pour un set de bâtons. Donc voilà, t'imagines l'étudiante très exaltée sur les bancs du NIF pour des raisons tout à fait autres. Et donc j'ai associé
enfin consciemment, sur les bandes du livre, certaines cartes à certaines peintures célèbres. Et en réalité, l'idée de faire un tarot, c'est quelque chose qui a été récurrent chez moi dès le début de mon apprentissage, où je voulais en faire un à l'illustration ou à la peinture, je ne savais pas très bien comment. Mais l'idée de faire du collage, c'est quelque chose qui est beaucoup plus rapide et surtout qui utilise des codes qui sont déjà présents et des types de composition qui ont été étudiés à travers l'histoire, tout simplement, l'histoire de la peinture. Du coup, il y a eu plusieurs phases à l'élaboration donc, de ce deck. Il y a eu cette phase où je savais déjà ce que je voulais mettre sur les cartes, donc par rapport au lien que j'avais fait à l'université. Il y a une seconde phase où j'ai utilisé des images à ce moment-là que j'avais déjà chez moi et qui me tenaient à cœur. Et donc, les connexions sont faites aussi assez facilement, mais ça va être les choses plus pointues comme les pré-raphaélites ou des choses qu'on ne voit pas forcément en long et en large en histoire de l'art. Et il y a eu la troisième phase, la plus difficile, où il a fallu faire le lien inverse. Donc, pas partir d'une image et la projeter dans une carte, mais partir d'une carte, de son concept, et de choisir une image qui pourrait coller à son concept. Et j'ai passé des nuits blanches là-dessus, à cogiter, à essayer de faire des liens, à faire des rapprochements avec ce que je connaissais. Et au final, cette vingtaine de cartes, c'est les cartes dont je suis le plus fière parce que ça a un sens très... parfois très tarabiscoté aussi, mais surtout très, très concret pour moi. Je pense par exemple au 10 de denier, donc, que j'ai illustré par l'Éric Taillon. Donc c'est le tombeau des rois d'Athènes. Donc il y a cette question d'héritage, mais de poids aussi, de puissance et de famille qui unit tous les Athéniens, par exemple. Il y en a une qui est bien gore, c'est celle où il y a une nana qui tient la tête coupée d'un monsieur. Ouais. Je sais plus laquelle c'est. Alors c'est Judith. Le truc, c'est que en réalité, la Judith, je pense que je l'ai pas mise dans le tarot. C'était une carte avortée. C'était une des premières que j'ai faites. Peut-être que j'ai choisi une autre version, attention. Mais c'était pour ma reine d'épée. Et ça a été en fait la première carte que j'ai faite. Ah oui? Ouais. La toute première. Je vais aller chercher le jeu. Ouais, Attends, ouais. je pourrais couper, hein, mais parce que ça me tarabiscote, parce que cette carte-là, elle, bon sang, elle m'a perturbée celle-là. Attends, je vais chercher le jeu. Mm-hmm. Donc en fait, tu me dis, attends, j'ai pas bien compris. Tu me dis que cette carte-là, du coup, elle serait plus dans le noisy, c'est ça? Je pense voir de laquelle tu parles. C'est la 5 de denier. Ah, probablement. Oui, c'est celle-là. Bah, Ouais. Je l'ai dans mon jeu. Ouais, donc ça, c'est rien à voir avec Judith. C'est Orphée, c'est la tête d'Orphée mort. Ouais, c'est trash, hein? C'est vrai, mais l'histoire de l'art est trash en fait. C'est un jeu quand même, le Noisy, qui est pas facile à prendre en main pour les néophytes. Ça, on est quand même d'accord. Heureusement que tu as fait le blog avec les descriptions des cartes. On apprécie avoir tes explications parce que sinon, c'est un petit peu compliqué. Ouais, la 5 de Pentacle, il a une tête sanglante hein, quand même, le monsieur. Là, il est pas en forme. Hein. C'est vrai. Et il y en a pas mal des cartes comme ça. Et il y en a une autre aussi. Alors attends, ça doit être peut-être dans les majeurs. Il y en a une pareille qui m'avait vachement surprise. C'est le diable. Ouais. Ouais. Le diable par une des femmes de Adolphe Mossa. C'est un illustrateur que j'aime beaucoup du 19e siècle. Et j'avais envie pour ce diable de jouer à fond sur la carte justement de la polarité, puisque le diable dans le Rider-Waite-Smith c'est moitié masculin, moitié féminin. Ici, j'avais envie vraiment d'en faire une femme parce que pourquoi pas. D'accentuer l'aspect pourriture et osseux et un petit peu chtonien. Ça lui fait une grosse tête, tu vois. Ouais. Et puis la pièce à l'envers et tout ça. Enfin bon, voilà, on va pas tout dévoiler, mais je vous invite vraiment à aller creuser ce jeu.
Bon, voilà, on pourrait faire la journée entière et encore plus sur les cartes. Est-ce qu'il y a des époques que tu aimes particulièrement, j'imagine? Ouais. Euh, Tu veux dire en histoire de l'art, En hein? histoire de l'art, Ouais. oui, pardon. Ouais, ouais, carrément, en histoire de Ok. l'art. Oui, bah, il y a forcément le Moyen Âge. Enfin, je dis forcément, mais non. Il y a le Moyen Âge qui m'intéresse beaucoup pour son aspect à la fois très conservateur et où le principe du Moyen Âge, c'est que on s'assoit sur les épaules de ceux qui viennent avant nous. Donc il y a un aspect tradition très fort où on réutilise les mêmes typologies, les mêmes compositions que les gens qui viennent avant nous. Et donc on garde une certaine cohésion au fil du temps. Je trouve ça à la fois très beau et à la fois un petit peu coincé, mais voilà, ça donne lieu à un perfectionnisme en bout de course qui est parfois très intéressant. Bon, évidemment, les cathédrales, l'art roman, l'art gothique, c'est des choses incroyables. Sinon, autre période qui m'intéresse beaucoup, ça va être le début de l'art contemporain, donc plutôt la période fin de siècle, donc fin 19e, début 20e, ça c'est vraiment mon dada. Donc le mouvement symbolisme particulièrement. Euh, alors c'est une période aussi qui, en littérature, m'intéresse puisqu'il y a beaucoup d'occultistes qui ont vécu à cette période-là et qui ont à la fois une rigueur intellectuelle très forte, des liens avec la science parce que c'est une période où on était très intéressé pour faire appel à la science même dans l'occultisme. Je pense à Crowley par exemple ou à Papus qui sont champions là-dedans. À part ça, forcément la période antique pour son côté mythologique et construction de cités et construction dans le collectif qui est super intéressant aussi. Et par rapport à tout ça, et alors du coup, là, j'ai le Noisy sous les yeux. Toutes ces périodes sont représentées dans le jeu, Oui, j'ai essayé, effectivement. oui. Oui, oui. C'est- c'est vraiment bien. Enfin, ouais, je trouve que c'est très équilibré en définitive. En plus, je sais pas comment. Donc, tu as expliqué que tu as fait avec du collage, mais il y a une espèce de. Il y a ta patte à toi quand même dessus. C'est une technique particulière que tu as utilisée pour rendre en fait cette homogénéité au jeu. Oui, donc forcément, la base de collage et à force de pratiquer, voilà, tu développes un truc qui t'est propre, un langage même en collage qui t'est propre. Et je suis revenue aussi avec de la couleur, de la peinture. Donc il y a deux sortes de couleurs. Il y a le bleu particulier ici, donc c'est en fait un grid paint. C'est un bleu que j'ai beaucoup vu en histoire de l'art sur les visuels des œuvres. Et c'est un bleu avec lequel j'ai beaucoup d'affinité aussi. Et donc ça donne ce que tu disais, cette homogénéité sur les cartes, parce que sinon ça ressemblerait peut-être à n'importe quoi. Et j'ai utilisé pour les arcanes majeures un rouge particulier entre le rouge et l'orangé pour signaler que c'était un arcane majeur. Ouais, on voit la différence et c'est très subtil. C'est vraiment intéressant parce il y a une pâte homogène et pour autant, on voit bien que les majeurs, effectivement, il y a un petit truc, tu vois, j'aurais pas pu, moi, le décrire ça. Et on sent bien qu'il y a un truc en plus, légèrement différent, qui relève du subtil sur les majeurs et elles sont à part. C'est très étonnant, ouais. Et alors, au-delà de mixer, du coup, ta passion du tarot avec l'histoire de l'art, ça représentait quoi pour toi de créer ce tarot? Ah, alors, pour moi, c'était vraiment mettre la pierre à l'édifice de tous ces gens qui créent des tarots. Je trouve ça fascinant de voir que des artistes de, de- du monde entier passent des heures, des jours, des mois, des années à créer quelque chose qui est unique. S'approprier un objet comme le tarot, c'est un challenge énorme. Et j'avais envie justement de mettre ma pierre à l'édifice et de faire passer ce que moi j'aimais aussi là-dedans.
donc c'est-à-dire l'histoire de l'art, parce que je sais qu'à l'heure actuelle, il y a peut-être une scission assez grande entre les gens et l'art, parce que l'art contemporain fait que il y a une distance, le public a besoin de comprendre, et l'art contemporain n'offre pas forcément cette compréhension directe. Et les gens se désintéressent un petit peu des musées, ou alors on dit toujours qu'il y a 10% de la population qui s'intéresse vraiment à l'art, et le reste, bah, c'est plus des visiteurs occasionnels, quoi. Et j'avais envie de montrer que ben, l'art est là toujours, et c'était facile aussi de le faire revenir dans notre monde, dans notre quotidien en fait. Et l'apport du tarot me semble tout indiqué pour ça. Et ils sont très modernes, hein, ces tableaux. Quand on les voit dans le jeu, ça nous parle avec notre quotidien à nous en 2021, là aujourd'hui, sur des scènes illustrées là, que tu as choisies là, pour le Noisy. En fait, c'est hyper moderne, hyper ancré dans ce qu'on vit maintenant, quoi. Enfin, je sais pas. Il y a une symbolique qui nous parle. C'est comme si c'était une symbolique universelle, tu vois. Moi, je le ressens vraiment comme ça, en tout cas. Et vraiment, ce tarot, je vous conseille d'aller le chercher, d'aller vous y intéresser. On mettra les liens en note parce que c'est une pépite. Le podcast, il s'appelle La Pépite, et le Noisy, c'est une vraie pépite. J'adore, moi, le Noisy. Il est trop, trop beau. Et justement, autour de tout ça, Céline, tu as tout un univers aussi que tu proposes à côté de tes jeux, parce qu'il n'y a pas que tes jeux, parce que tu es une artiste complète. Une historienne de l'art quand même, et puis une artiste. Et tu as toute une proposition autour du journaling, autour de la création artistique. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu proposes ça, comment tu le vis aussi? Oui, par rapport au journaling, c'est quelque chose qui remonte aux premières années où j'ai commencé l'académie, puisque en académie, on nous demande de tenir des carnets de croquis ou des carnets d'expérimentation pour l'art, où on y note ses idées, où on fait notre petite popote, des mélanges de couleurs, tout ce que tu veux. Et donc, c'est quelque chose que j'ai commencé relativement tôt. Et ça a toujours été pour moi la zone de repli. Donc, quand j'ai pas d'inspiration, que je me sens pas le courage de faire un dessin en grand ou une peinture en grand, ben, je me plonge dans le carnet et ça va tout seul. On fait n'importe quoi, et c'est comme ça que ça se passe. C'est mon moyen de communication préféré aussi, puisque ça touche au visuel. Moi, je suis pas quelqu'un qui communique forcément beaucoup avec les mots. J'ai beaucoup plus d'affinité avec des images et avec des choses visuelles. Donc, ça représente un truc important pour moi, de pouvoir montrer à la communauté Instagram quelque chose qui est de la communication pour moi, mais qui va au-delà des mots. Et j'ai en fait un public majoritairement américain qui ne lit pas ce que je mets en commentaire, mais ça n'a aucune importance pour moi, euh, puisque la communication par image est universelle, hein, je pense. J'ai oublié le fil de ta question, voilà. C'était, en fait, non, mais tu y es, hein, en plein dans le fil de la question. C'est comment tu vis le truc, et comment tu le proposes aussi, parce que c'est atypique. Mais tu le proposes, tu t'accompagnes les personnes à se saisir de ça. Ouais, ouais. Et je sais qu'il y a aussi en ce moment un courant très fort dans le journal créatif, le art journal. Et moi, c'est quelque chose que j'ai découvert bien après de proposer ce que je propose sur Instagram. Je ne savais pas qu'il y avait ces expérimentations et que ça portait un nom. Donc moi, je considère ce que je fais comme du carnet d'expérimentation, quoi. Et donc, c'est vrai qu'un carnet, ça peut servir à tout. Ça peut être aussi bien un journal intime qu'un carnet de collage, un carnet d'art journal, un journal de tirage. Et j'ai envie aussi de montrer toutes les facettes de ce que peut offrir un moment avec soi-même, avec une page blanche. Voilà. Mais on n'est pas dans le journaling cuicui les petits oiseaux, hein, quand même. On s'entend. Ah non, non, non. C'est plus recherché. Ouais, on essaye, quoi. On essaie de faire, d'aller, ouais, comme je te disais au début, au fond des choses, d'aller gratter les zones sombres,
Moi, je suis quelqu'un qui est grande fan des écrits de Jung. Donc, en tant qu'introvertie, moi, ça m'aide énormément de savoir qu'on peut aller débusquer ses ombres et que ça peut se faire sans thérapeute, enfin, jusqu'à une certaine mesure, bien entendu. Et le fait de tenir un journal, ben, c'est aussi ça, c'est aller plonger dans les images qu'on aime, mais aussi qui nous dérangent, et savoir pourquoi ça nous fait cet effet, et les assembler, mettre de la couleur par-dessus, et exprimer ce qu'on ressent par rapport à ces images, ben, c'est libérateur, évidemment. Est-ce que tu aurais un conseil pour quelqu'un qui voudrait débuter justement le journaling dans cette optique-là? Oui, 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 de partir justement de son ressenti, et voilà, s'il y a une image qui nous parle particulièrement, ben, la prendre comme base et composer autour, que ce soit par l'écriture, par le découpage, le collage ou la peinture. Ça doit venir d'une impulsion, euh, d'un as de bâton ou d'un as d'épée, je pense, où il y a quelque chose de fort et de viscéral autour de ça. Donc chez toi, le journal, il est crayonné, coloré. Ouais, 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 complètement, ouais. ouais. Ok. Chez moi, le journal, il y a que de l'écrit, tu vois. Ouais, mais t'es quelqu'un qui se sent à l'aise avec les mots, avec la communication orale. Enfin, t'as un bon flow, donc forcément, je pense que t'as une bonne symétrie de l'écriture, et que si tu dois faire une introspection, ben, ça va sans doute passer par les mots. Est-ce que je me trompe? Alors, non, tu es dans le juste, tu ne te trompes pas. Mais ceci dit, mon journal, il est plutôt. Alors, je tiens pas un journal comme un journal de bord ou quelque chose comme ça. En fait, j'y arrive pas. Dès qu'il y a de la contrainte, ça me met sous pression. Du coup, je ne fais pas. Ouais, Donc, voilà. C'est plutôt en mode bullet point, tu vois. ouais, ouais. Et que ce soit pour les tirages de tarot, même les grands tirages comme on aime faire toutes les deux, ça va être plutôt, tu vois, je vais mettre des mots-clés, des flèches, des trucs. Enfin, alors oui, comme quoi il y a quand même un peu de visuel, mais ça va être vraiment du brouillon. Puis moi, je trouve ça moche, quoi. Mais bon, bref. Donc, des flèches et tout. Et tu vois, j'ai un autre journal dédié plus pour le côté comment dire, développement, tu vois, de fantasy. Je sais pas comment t'expliquer ça. Un autre truc, voilà, où je mets des idées, tu vois, pour le podcast ou pour les posts ou des trucs comme ça, Mhm. qui n'ont pas trait au tirage de tarot forcément. Et tout ça pour te dire quoi? Que des fois, ouais, voilà, c'est ça où je voulais en venir. Moi, je vois des beaux journaux passer. Alors, on parlait de cucu, les petits oiseaux, mais il y a des trucs, je trouve ça super joli aussi. Hein, attention, hein, vous qui écoutez, ne vous méprenez pas. Si vous aimez mettre des fleurs, des pâquerettes et des trucs, je trouve ça aussi intéressant selon l'humeur dans laquelle on est. Mais moi, je trouve ça frustrant parce que, tu vois, pour ma pratique du journal chez moi, je sais pas, j'ai l'impression que ça me colle une pression de ouf de me dire faut que ce soit joli à tout prix, ou tu vois, mettre des beaux visuels, des trucs et tout. Donc du coup, je fais pas. Ça m'a bloqué cette histoire-là, tu vois. Ouais, et je comprends aussi. Après, ben, moi, j'ai passé plus de temps à peindre qu'à ne pas peindre, puisque enfin, depuis que j'ai 15 ans, je fais ça. Je compose des images, et forcément, il y a une certaine habitude dans le truc. Et je comprends que si toi, t'as jamais fait cet exercice, ben, ça doit sembler frustrant, et on se compare aux autres et on remarque que, ben oui, il y a toujours meilleur que soi, ben, même dans mon cas, hein, de toute façon. Et donc oui, je comprends que ça peut être un truc bloquant. Après, on n'est jamais obligé de poster quoi que ce soit sur les réseaux sociaux. Ou, voilà, on peut le faire juste pour soi et garder ses pages précieusement pour soi, sans se Ouais, mettre une carrément, pression. carrément. Et parfois aussi, pour rebondir sur ce que tu disais, je pars dans des flots d'écriture. C'est vrai, c'est vrai. Tu as vu tout à fait juste sur des trucs. Des fois, ça, tu vois, il y a une envolée lyrique à un moment donné et faut que ça écrive. Donc, c'est rigolo. Et c'est vrai que ça aide, n'empêche, par rapport à ce que tu disais, à aller creuser davantage. C'est un peu le compagnon où on peut lâcher les chiens dedans, quoi, tu vois. Enfin, Mhm. c'est intéressant. Euh, donc, par rapport à tout cet univers, est-ce qu'il y a autre chose aussi que tu proposes donc à côté du journaling au niveau créatif? Est-ce que tu accompagnes les gens? Je crois que tu fais ça, que tu accompagnes les gens à créer.
Oui, c'est ça. En Mmh. fait, via mon Patreon, donc j'ai un palier qui s'appelle, magie et créativité, donc c'est l'atelier et c'est en réalité des cours d'art déguisés, mais accessibles, à tous et j'y propose donc ce que j'appelle du coaching en journaling, mais c'est pas vraiment ça. Je propose des activités, des cours qui ont attrait donc au grimoire, par exemple, mais tout ce qui est autour aussi. Donc je vais pas me cantonner à faire du collage ou du mix média, je vais faire de la reliure, proposer des exercices de reliure, de la linogravure, du travail en grand, des collages mixés avec de la peinture sur grand format, et le tout dans une ambiance qui a trait à la magie, puisque pour moi, il n'y a pas, enfin, la frontière est très mince, puisque pour moi, les deux ingrédients de la magie, c'est d'un côté la volonté du mage, et l'action euh, qu'on fait donc traditionnellement par des rituels, le fait d'allumer une bougie, de tracer un cercle, etc. On peut aussi avoir cette même dynamique avec de l'art en peignant, en faisant certains gestes dans la peinture et en conceptualisant oui, un but dans la création. Donc il y a un fort dialogue entre cette idée de magie et la créativité et l'art de l'autre. Et par rapport au Patreon, justement, donc tu nous parlais de ce niveau-là. Donc toi, aujourd'hui, au niveau de ce que tu proposes à ta communauté, donc bien sûr, il y a les jeux que tu as créés dont on a parlé. Alors, aujourd'hui, on peut se les procurer sur un site, hein, c'est ça, tu découpes plus les cartes. C'est ça, voilà, je passe par GameCrafter, Ouais. qui c'est un print on demand, donc on peut imprimer un seul exemplaire et voilà, et c'est envoyé. Après, il y aura bientôt peut-être des nouvelles, parce que GameCrafter est un site américain, et Mhm. peut-être qu'à un moment donné, ce sera accessible pour les Français plus facilement. Voilà, je dis pas plus, j'en dis pas plus, c'est en D'accord. cours, mais on y pense, on y pense. Il y a quelque chose d'intéressant dans les tuyaux. Voilà, c'est ça. Ok, mais n'empêche, c'est de bonne qualité hein, quand même, hein, Oui, et c'est le ça qui deck. est Ouais. intéressant, c'est que j'ai vu d'autres galérer avec des imprimeurs français. Chez GameCrafter, enfin, la qualité est très bonne. Ils ont un fini, enfin, j'ai choisi le fini maximal, pardon, évidemment, mais c'est des cartes de bonne qualité, donc Et ça donc vaut le même coup. l'Oracle, il est aussi disponible sur GameCrafter, c'est ça Ouais, hein. voilà, je les ai mis tous les deux là. Ok, très bien. Et au niveau donc donc il y a les jeux et il y a les accompagnements, donc les Patreon, parce qu'il y a plusieurs niveaux. Donc les Patreon, en fait, c'est une plateforme où tu vas pouvoir accompagner donc comment on dit, tes élèves, je sais pas comment on dit, tes Oui, clients, si on veut, je sais je ne pas. sais pas, c'est quelque chose vraiment entre les deux. En tout cas, oui, les gens qui s'abonnent, les abonnés, je ne sais Les pas. abonnés. Voilà. Et donc j'ai trois paliers différents. Donc il y a ce gros palier donc au niveau de l'atelier où là, ça demande évidemment beaucoup d'investissement en temps et en passion, si on peut dire. Mais j'ai des paliers plus petits où je propose les kits imprimables, donc les grimoires imprimables où je prends des anciennes gravures et j'en fais un petit peu à ma sauce quelque chose qui ressemblerait à un grimoire d'écriture. Donc c'est des supports pour les collages et pour la pratique artistique en fait, hein, déguisée. Et j'ai un palier plus petit où je propose des tirages liés à des tableaux célèbres de l'histoire de l'art. Donc j'ai fait ce mois-ci, par exemple, Friedrich, euh, le voyageur sur la mer de nuages. Et le mois prochain, on partira sur du Van Eyck. Voilà. J'essaye de, enfin, je vais essayer en tout cas de balayer toutes les périodes et de voir les chefs-d'œuvre représentatifs de toutes les périodes et d'associer évidemment les choses que ça m'évoque. C'est passionnant. Et c'est à celui-là que je pensais quand je t'ai dit tout à l'heure que je pensais rejoindre le Patreon. Mhm. Parce que c'est limite. Enfin, moi, je trouve ça l'utilité publique en fait, hein, pour aller redécouvrir toute l'histoire de l'art Ouais, sous un angle fun et dépoussiéré. C'est trop bien. Ouais, cool. c'est super chouette. Merci. Et, et puis il y a ta boutique Etsy aussi. Ouais, ça c'est mon projet de base, mon noyau. Donc, je voulais à la base que
mes travaux d'illustration servent à quelque chose. Donc, je t'avais dit que j'avais bossé en tant que tatoueuse. Et les tatoueurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils proposent des flashs aux gens et les gens se font pas tatouer les flashs. Et donc, on se retrouve avec 10 000 dessins et on sait pas quoi en faire. Et je me suis dit que en faire des autocollants, ce serait une très bonne idée, surtout pour la pratique du bullet journal, hein, puisque moi, j'adore les autocollants. J'en commande toujours chez les autres d'ailleurs. Et, euh, et je voulais aussi étendre ça, pas que aux autocollants pour bullet journal, mais à tout ce qui est fourniture magique, tout ce dont on a besoin quand on commence un livre des ombres ou voilà, j'ai fait aussi une roue lunaire parce que je trouvais ça intéressant de pouvoir s'y retrouver dans les phases de la lune selon le jour du mois, etc. Et donc, je proposerai encore d'autres choses par rapport à ces fournitures magiques à l'avenir, je pense. C'est vraiment un sujet qui me passionne aussi. Excellent. Ah, ça donne envie. Ça donne vraiment envie. Est-ce que tu tires les cartes aux autres? Alors, ça a été un gros sujet toute ma vie, on va dire. Parce que, comme je t'ai dit, j'ai une pensée qui est plutôt visuelle et le challenge pour moi, c'est pas tellement d'interpréter les cartes parce que ça, je les connais, mais c'est le fait de mettre des mots sur les cartes et d'expliquer aux gens ce que je vois. Il y a toujours 10 000 idées qui se bousculent dans ma tête et j'arrive à faire pas toujours des phrases cohérentes aux gens et c'est ce qui me poserait le plus de problèmes et qui me mettrait en difficulté si je devais tirer les cartes. Après, je pense que ça s'apprend aussi et je me sens beaucoup plus à l'aise que quand j'étais jeune. Et voilà, je dois encore faire un effort et me dire que si ça me fait peur, c'est là que je dois aller. Donc, à un moment donné, je sauterai le pas. Voilà. Mais j'ai pas encore de date à donner là-dessus. Donc, c'est pas la peine, on n'ouvre pas les réservations aujourd'hui alors. Non, non. Ok. On arrive à la fin de cet épisode, mine de rien quand même, le temps passe super vite. Et est-ce que t'aurais un dernier mot de la fin à nous partager? Aller voir des musées. Ah ouais. Non. Je Ah, ou voulais. des lectures. Oui, Non, pardon, je t'ai coupé, mais vas-y. oui, Pardon. oui. Par rapport aux lectures, oui, Ouais. j'avais préparé une micro-liste, on va dire, parce que tu l'avais proposé. Donc, comme tout le monde, je vais vous recommander de lire Jodorowsky pour la voie du tarot. C'est à la fois simple, à la fois ça balaie tous les domaines, que ce soit divinatoire ou symbolique. C'est une super bonne approche pour le débutant comme pour les confirmés. Et après, je vais rejoindre en fait ce que disait Margot. Oui, Margot c'était elle qui disait ça. C'est de lire tout à fait autre chose en fait que des livres sur le tarot. Donc, moi, ce qui m'a fait comprendre le tarot, c'est plutôt des livres liés à l'iconographie, à l'iconologie, donc des choses qu'on lit en histoire de l'art, la représentation en art, les compositions, les gestes, les codes de représentation, les attributs des saints ou des dieux en mythologie. Et alors d'aller voir aussi ce que disent les gens qui nous ont précédés sur le tarot. Je pense aux occultistes comme Worth, comme Gaïta, comme Crowley, comme Papus, qui ont une connaissance absolument incroyable. Et ok, c'est un petit peu dépassé, mais si on s'intéresse à ça, je pense que ça peut vraiment être un vrai plus en symbolique. Et puis, faut toujours les prendre dans leur contexte aussi. Ah oui, de toute façon, oui, il Voilà. faut. Ouais. Ouais, faut pas ramener leur message à aujourd'hui. Et c'est nécessaire de comprendre ce qu'ils ont dit à ce moment-là dans leur époque. Voilà, c'est ça, et ça fait partie de l'histoire et de Ouais. l'évolution du tarot, exactement. Ouais, c'est hyper intéressant. Bah écoute, c'est noté. On mettra la petite liste en note aussi pour que les personnes puissent s'y référer. Je vais, euh, je vais aller trouver tout ça. Hop, c'est noté. Bah, écoute, Céline, vraiment merci beaucoup du fond du cœur pour cet épisode. C'était passionnant. J'ai adoré faire une plongée dans l'histoire avec toi pour revisiter le tarot avec l'histoire de l'art. C'était super chouette. Donc, où est-ce qu'on peut te trouver?
Oula, sur Instagram, sur YouTube, sur Patreon, sur Etsy, sur Facebook aussi. Ça roule. Pareil, je mettrai les liens dans la barre d'infos, dans la note de l'épisode. Merci beaucoup, Céline. Merci à toi, Cécile, de m'avoir invitée. Avec très grand plaisir. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu l'as aimé, je t'invite à suivre La Pépite et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur ton application habituelle. Tu peux aussi laisser ton témoignage, ça fait toujours plaisir. C'est grâce à toi que le podcast existe. Un grand merci et à la semaine prochaine.